Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 4. Bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones de l'Ontario. Et bonjour Binta, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de qui es-tu et que fais-tu? Bonjour tout le monde, je m'appelle Binta Baldé, je suis nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec et je suis originaire de la Guinée, mais j'ai grandi à Montréal. Actuellement, je suis en train de poursuivre une maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal sous la supervision de Maud Perrault et mon projet porte sur le racisme anti-noir dans le domaine de la nutrition. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ta recherche et de c'était quoi qui t'a attiré vers ce sujet? Ma recherche, en gros, fait partie d'un grand projet qui va explorer le racisme dans la profession de nutrition au Canada. Moi, je me concentre spécifiquement sur le racisme anti-noir et sur les manières dont ces discriminations vont être une barrière à l'accès à la profession pour les communautés noires. Donc, c'est vraiment un sujet qui est crucial et pertinent parce que le manque de diversité dans une profession en santé a des répercussions directes sur la qualité des soins qu'on va offrir mais également sur l'équité en santé. Donc, c'est important d'aborder ces enjeux puisqu'ils vont contribuer à une meilleure représentation et à un accès plus équitable des services de santé. euh, pour pas juste les communautés noires, mais tous les Canadiens, on devrait avoir un accès égal pour tous. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Merci, merci. Euh, Quels sont les obstacles, les barrières aux habitudes alimentaires saines pour tous les Canadiens et aussi pour les populations marginalisées? Donc, il y a beaucoup d'obstacles aux habitudes alimentaires saines ou l'accès à une alimentation qui va être équilibrée, comme on dit. Donc, on parle des environnements alimentaires, des politiques alimentaires qui va rendre ça plus difficile de faire des choix, euh, de choisir une alimentation équilibrée. Donc, le marketing alimentaire, la présence d'aliments ultra transformés qui est très accrue. Mais un obstacle important que je voulais parler particulièrement aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire qui va venir aussi particulièrement toucher les communautés marginalisées, dont les communautés noires au Canada. Donc, on parle de sécurité, quand on dit sécurité alimentaire, ça, la sécurité alimentaire existe quand tous les individus vont avoir accès à tout moment donné dans le temps, à un accès physique, social, économique, à une alimentation qui va être suffisante, saine, nutritive, mais qui va aussi répondre à leurs besoins, leurs préférences, leur culture pour satisfaire un mode de vie actif et sain. Donc, il y a quatre piliers, si on veut, la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité de l'alimentation. Et s'ajoute à cela l'aspect culturel, parce que avoir des aliments qui vont être appropriés culturellement, c'est essentiel pour l'autodétermination. Puis on le sait avec COVID, dans les dernières années, il y a vraiment eu une grosse inflation au Québec notamment. On a ce qu'on appelle le panier à provision nutritive et économique. C'est comme euh, une estimation de combien ça coûte de nourrir une famille avec deux enfants, une fille, un garçon, puis deux adultes. Donc, il y a eu une augmentation de plus de 28% dans les 3 dernières années, ce qui est énorme. Et dans les 11 catégories, les trois catégories qui ont vu le prix le plus augmenter, euh, c'est les légumes, les céréales pour bébés et les préparations commerciales pour nourrissons, qui a un taux d'augmentation de 45%. Donc, on voit que ça touche particulièrement les familles qui ont des jeunes enfants, qui ont des nourrissons, et notamment les familles qui vont être vulnérables aussi. Ça va encore plus venir les chercher. Et pour les populations noires, on a des taux d'insécurité alimentaire qui sont 3,5 fois plus élevés, la prévalence que chez les populations blanches, par exemple. Et ça, c'est même qu'on ajuste pour des facteurs comme le revenu, l'éducation. La sécurité alimentaire va quand même persister dans les communautés noires et autochtones. Donc, on voit ici qu'il y a un aspect de discrimination aussi, puis de racisme systémique qui entre en jeu, qui vont venir désavantager ces communautés, les communautés marginalisées. Et il y a vraiment un lien à faire avec la sous-représentation des personnes afrodescendantes, des personnes autochtones parmi les professionnels de la santé,
les cadres en santé qui vont venir contribuer à ces barrières structurelles. Donc, voilà. Euh, beaucoup à penser de ce que tu viens de dire. Euh, je me demande si tu pourrais parler un petit peu plus selon euh, les barrières pour les populations marginalisées pour avoir quelqu'un avec qui ils peuvent parler de leur situation. Comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont noires, sont autochtones, qui sont nutritionnistes, qui travaillent dans ce milieu. Et puis c'est pourquoi que c'est un problème, pourquoi ça cause tellement de problèmes pour eux. Ben, par exemple, dans le cadre de ma recherche, on étudie quand même le lien entre le manque de diversité et la prestation des soins. Et certaines études aux États-Unis ont trouvé que ben, le fait qu'il y avait moins d'Afro-Américains, de personnes de descendance afro-américaine dans la profession de nutrition, mais ça faisait qu'il y a moins d'étudiants aussi de ces communautés-là qui vont vouloir aller dans ces programmes-là. Mm. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et ultimement, ce que cela fait, c'est que ça fait que même les efforts de santé publique par rapport à ces communautés-là sont moins efficaces parce que ben, ces communautés ne font pas nécessairement confiance aux professionnels de la santé et des fois, des peurs, c'est des peurs qui sont fondées et ça fait que malgré que ce sont des populations vulnérables qui souffrent plus d'insécurité alimentaire, euh, que le dépistage des maladies chroniques aussi peut se faire plus tardivement chez ces communautés-là, mais c'est plus difficile apporter des messages de santé publique et intervenir dans ces communautés-là parce qu'il y a un manque de diversité dans le corps professionnel. Mentionner les gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas parler avec les fournisseurs de soins. Oui, ils trouvent ça difficile si ils ne comprennent pas leur situation Mhm. comme population marginalisée. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de ça? Pourquoi les gens, certaines populations ont peur de parler avec leur médecin de famille selon l'alimentation, la nutrition, ou bien une nutritienne, un nutricien, quelqu'un comme ça? Mhm. Oui, bien sûr. Donc, les groupes marginalisés, particulièrement particulièrement les femmes noires, les femmes autochtones, par exemple, vont faire face à un ensemble d'obstacles systémiques dans le milieu médical. Et ça va vraiment être mené par une peur du jugement, un manque de confiance par rapport aux fournisseurs de soins de santé. Et aussi, des fois, on remarque qu'il y a un déficit au niveau de de l'agentivité. Donc, on va leur enlever leur droit de prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc, au niveau de la peur du jugement, c'est une peur qui est souvent fondée et qui vient un peu d'un historique de méfiance lié à des expériences douloureuses. Donc, que ça soit une histoire coloniale, esclavagiste. Donc, au Québec, notamment, il y a un rapport qui est sorti en 2023 sur le racisme anti-noir et qui a un chapitre sur la santé qui va venir parler de la stérilisation forcée des femmes noires et autochtones au Québec et au Canada. Et c'est une stérilisation qui se fait souvent par la ligature des trompes de Fallope, mais qui est faite sans le consentement libre et éclairé de ces femmes-là. Et il y a un documentaire aussi qui est sorti là-dessus et on voit souvent que il y a un peu de paternalisme médical. Donc, le professionnel de la santé va penser connaître mieux que le patient, que la personne qui est devant lui, leur situation, leur expertise, alors que le patient est censé être tout le temps expert de sa propre situation. Donc, on leur offre pas toujours le choix de prendre des décisions intentionnelles, ce qui est vraiment comme une question éthique aussi dans le domaine médical. Et les femmes noires particulièrement vont faire face aussi à une invalidation et une minimisation de leurs préoccupations. Donc, on voit que des fois, leur douleur est un peu négligée. Oh non, mais t'as pas vraiment mal, ou bien, mais c'est pas ça le problème. Donc, au niveau de l'écoute active aussi, c'est un enjeu. Et ça vient beaucoup des stéréotypes qui vont être liés à ces personnes-là. Donc, ça découle vraiment du racisme. On va stéréotyper que ben, les femmes noires vont faire semblant d'avoir mal, ou bien que les personnes noires sont plus tolérantes à la douleur, par exemple, que les autres personnes. Donc, ça, c'est des stéréotypes qui sont vraiment véhiculés et que les professionnels de la santé vont
peuvent adopter de façon consciente ou inconsciente. Et au niveau alimentaire, plus particulièrement, l'alimentation des personnes venant de communautés marginalisées, des communautés noires, des communautés autochtones, va être considérée comme malsaine souvent. Donc, il y a comme un stigma autour de notre culture alimentaire. Et ça va être, on le voit quand on regarde le guide alimentaire canadien, qui n'est pas représentatif de la culture de tous les Canadiens, malheureusement. Et, euh, et même pendant le cursus scolaire, moi qui ai étudié en nutrition presque 4 ans pour avoir mon bac, quand les conseils alimentaires qu'on apprend ne sont pas adaptés à quelqu'un qui n'a pas une culture alimentaire qui ressemble à un Québécois blanc, euh, ce qu'il va manger, ce qu'il va acheter. Donc, même les professionnels de la santé, que ça soit conscient ou pas, ne sont pas appuyés ou soutenus pour pratiquer l'humilité culturelle lorsqu'ils sont face à des patients qui ont des bagages culturels différents. Pour les enfants comme qui vont à l'école, qui ont peut-être les enfants des différentes cultures qui viennent à l'école avec la nourriture de leur culture, ils vont être comme les autres enfants. C'est quoi tu manges? Ça a l'air dégueulasse, des choses comme ça. Et ça commence tellement jeune que je peux imaginer que ça devient une partie de toi tellement Mhm. jeune. Et puis ça peut t'affecter pendant le restant de ta vie. Alors, avoir des professionnels qui peuvent parler de ça, qui ont des études selon ça, c'est vraiment important pour toutes ces familles aussi, oui. Oui, et ça me fait penser parce que moi, quand j'étais petite, je me rappelle, je mangeais, ma mère me faisait des bons plats de riz avec des sauces riches en feuilles, euh, vraiment des plats qui sont complexes. On a une culture alimentaire très complexe en Afrique de l'Ouest et j'allais avec ça à l'école et des fois ça sent fort avec les épices et souvent mon rêve c'était d'avoir un sandwich pain blanc avec une tranche de Bologne au poulet comme mon ami à côté. Puis maintenant que je grandis, je suis comme c'est tellement ridicule que mon rêve, c'était de manger comme la sandwich plate, qu'il n'y avait rien de particulier, alors que j'avais des plats tellement appétissants, nourrissants et qui sont... mais juste parce que le stigma qui était associé autour, tu sais, on dit souvent que ben, on cuisine avec trop d'huile, trop de gras, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de déconstruction à faire au niveau de quoi a l'air une alimentation équilibrée, de quoi aurait l'air une alimentation saine. C'est pas juste une salade, des légumes crus, puis des crudités que, exactement. Tu as mentionné cuisiner avec de l'huile, du gras. Est-ce qu'on pourrait tourner un petit peu et parler de la grossophobie? Je sais que ça affecte les populations de différentes cultures pas- peut-être pas plus, mais oui, peut-être plus, parce que des corps sont différents. Mais les normes de beauté européennes en notre culture, la culture dominante au Canada, disons, Mhm. et puis aussi en médecine, comment est-ce que ça affecte les familles et les enfants particulièrement? Oui, ben, la grossophobie, je pense que c'est, t'en as parlé un peu parce que ça peut affecter plus les communautés marginalisées parce que c'est quand même étroitement lié au racisme. Il y a une professeure de l'Université de Californie, justement, Sabrina String, si je me trompe pas, que, elle fait ses ouvrages par rapport aux racines de la grossophobie en lien avec l'esclavage. Et je trouve ça très intéressant parce que la notion de minceur est souvent associée avec une prétention de supériorité morale. Et pendant l'époque esclavagiste, c'était vraiment associé avec des personnes blanches, anglo-saxonnes, protestantes, etc. Donc, et c'était vraiment en contraste avec le corps des femmes noires qui étaient souvent fétichisées, objectivées. Et aujourd'hui, ces stéréotypes qui existent autour de la minceur vont persister. Donc, on va voir les personnes grosses sont souvent perçues comme des personnes qui vont être négligentes, moins en santé, ce qui va influencer leur prestation de soins puis les soins médicaux qu'ils vont recevoir. Donc, c'est important de mentionner que le poids n'est pas un comportement. Donc, c'est faux de croire que on a tout le temps le contrôle parfait sur notre poids par rapport à nos actions.
Et aussi que ben, certaines personnes grosses vont avoir d'excellentes habitudes de vie et que certaines personnes minces vont avoir de moins bonnes habitudes de vie. Donc, c'est des choses qui sont profondément enracinées dans la culture des diètes qu'on va véhiculer. Donc, ah ben, prends soin de toi, il faut, mais c'est pas nécessairement associé à la minceur. Et ça nous vient vraiment d'un passé colonial, esclavagiste, qui va venir objectiver les corps des personnes qui ne nous ressemblent pas, en fait. Aussi, quand on a parlé, c'est pas la semaine dernière, la semaine avant ça, tu m'as parlé des problèmes des réseaux sociaux en ce qui concerne l'alimentation. Est-ce que tu pourrais en Mhm. parler un petit peu aux auditeurs? Parce que je sais que comme parent, c'est quelque chose que j'ai vraiment peur pour mes enfants, qu'ils vont voir les vidéos d'influenceurs qui leur disent, tu manges pas ça, dois manger comme ça, et tu dois prendre tes exercices pendant 2 heures par jour et puis ça me fait vraiment peur comme parent et c'est pour les autres parents aussi. Oui, ben c'est un gros enjeu, les réseaux sociaux. On sait avec les nouvelles générations, TikTok et tout ça. Donc, les réseaux sociaux vont vraiment regorger d'informations, des fois contradictoires, même sur la nutrition. Et il y aura des trends, des tendances, détox, hyperprotéinées, plein de choses qui n'ont pas nécessairement de fondement scientifique, en tout cas pas pour l'instant. Et cela peut vraiment mener à une confusion et favoriser des idéologies qui vont être non seulement grossophobes, mais qui vont contribuer à la culture des diètes et peut-être à un développement d'une mauvaise relation avec l'alimentation. Et c'est important de se rappeler que les professionnels de la santé, notamment les nutritionnistes, sont tout le temps bien placés pour justement nous guider au niveau de nos choix nutritionnels, tout en mettant au cœur de leurs interventions leurs patients. Et faut se rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle. Dans ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, une influenceuse qui fait quelque chose, peut-être que ça marche pour elle, peut-être que ça la rend heureuse, et c'est ça qui marche pour contribuer à ses habitudes de vie et c'est positif, c'est bien, mais c'est important d'individualiser qu'il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde et faut se rappeler que ce qui marche pour nous ne marche pas nécessairement pour d'autres. Et les enfants, ils sont particulièrement vulnérables à ce genre de messages parce qu'on consomme beaucoup de réseaux sociaux. Je m'inclus là-dedans, mais on consomme beaucoup de réseaux sociaux. Puis c'est beaucoup d'informations et ça peut devenir un peu une cacophonie d'informations. Et veut pas, même si on veut pas tomber dans ce piège-là, on va être influencé par ce qu'on regarde et ça peut amener des problématiques ultérieurement. Pour protéger nos enfants de ces idées toxiques, en commençant avec les parents, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour leurs enfants? Mais je pense que c'est important de permettre aux enfants de découvrir l'alimentation, pas juste euh, au terme de qu'est-ce que l'alimentation fait pour toi en termes de nutriments ou que ben faut manger ça parce que c'est bon pour ta santé, mais vraiment le plaisir de manger. Et je pense que les parents aussi doivent essayer de pas faire des commentaires par rapport à l'apparence physique de leurs enfants ou de laisser d'autres personnes faire des commentaires par rapport à l'apparence physique devant ces enfants ou à leur alimentation. Donc, et même les commentaires positifs, donc de tout le temps parler positivement seulement de l'apparence physique, ça peut contribuer au fait qu'ils peuvent associer leurs valeurs avec leur apparence physique ou avec ce qu'ils mangent. Et ça peut amener d'autres problématiques plus tard. Et ne pas catégoriser les aliments, c'est très possible. Je sais qu'on avait parlé des aliments propres. J'avais demandé Euh, ça aussi. exactement. Donc, c'était une façon de catégoriser les aliments. Donc, qu'est-ce qui est un bon aliment? Qu'est-ce qui contribue à être propre ou un aliment qui serait sale, quote unquote. Les Et c'est vraiment superfoods aussi. exactement les super aliments. Mais c'est quand même quelque chose qui est problématique parce que souvent, ces aliments-là qui vont être valorisés par ces mouvements-là et même les recettes qui en découlent ne représentent pas nécessairement la culture alimentaire de tout le monde. Et aussi, ça vient vraiment à ignorer euh, ben, tout ce qui est autour de l'alimentation et tout ce qui vient avec le plaisir de manger, l'action de cuisiner, l'action de manger avec des gens. Donc, ça vient vraiment réduire les aliments à un nutriment, une valeur nutritive, alors que c'est souvent plus complexe que ça. Et c'est pas ben, l'aliment est bien plus que ses nutriments. Donc,
pas catégoriser les aliments, c'est aussi pas dire, ben, bon, ben, ça, c'est de la cochonnerie, ça, c'est bon, il faut en manger, ou bien parler, par exemple, de, ah, cette fin de semaine, j'ai triché parce que j'ai mangé du gâteau. Donc, vraiment, faire attention au langage qu'on utilise par rapport à l'alimentation et de se rappeler ben, que ben, les gâteaux ont toujours fait partie de notre histoire et de l'alimentation. Et c'est important. Il y a une raison pourquoi cuisiner, c'est complexe et que on a des cultures culinaires à travers le monde. C'est parce que ça a été conservé pendant des générations. Il faut garder ça en tête et pas juste catégoriser les aliments à ce sens. Et aussi mettre, un autre conseil que je pourrais donner, ça serait de mettre l'accent sur ce que le corps de votre enfant peut accomplir et non que son apparence. Donc, ce qu'il est capable de faire, si votre enfant aime faire du sport, waouh, regarde tout ce que tu es capable de faire, c'est impressionnant. C'est donc vraiment valoriser ce que son corps peut accomplir et non ce de quoi son corps a l'air par rapport à certains standards. Euh, une autre chose que je pense qui est pertinent, c'est discuter avec ses enfants des stéréotypes qu'ils peuvent voir justement sur les réseaux sociaux et à l'écran pour essayer de développer leur esprit critique dès un jeune âge. Donc, comment, quand ils voient des choses qui sont liées à l'apparence physique, mais comment on peut déconstruire cela par rapport à, ben, est-ce que cette personne-là, on a mis en valeur ses traits, ses qualités et autre chose, et aussi si d'autres communautés qui n'est pas celle de votre enfant sont, comment ils sont perçus et présentés à la télé, est-ce que il n'y a pas un biais qu'il y a à ça? Donc, je pense que c'est des conversations que les enfants sont capables d'avoir, bien sûr si c'est vulgarisé. Puis, c'est important d'avoir ces conversations parce que ça commence tellement jeune, le rapport avec l'image corporelle, puis le rapport avec comment on se voit et comment on voit les autres. Donc, ouais. Oui, et beaucoup de mes amis qui sont parents, on est vraiment consciente de ne pas mettre les mêmes idées que nous, on avait quand on était Oui. jeunes. Parce que je m'en souviens, ma mère me disait, oh, on ne mange pas de chips, on ne mange pas de ça. A Mhm. moment on the lips, a lifetime on the hips, des choses comme ça. Et Mhm. on est vraiment consciente de ne pas passer ça à nos enfants. Alors, c'est difficile d'être la génération on Mhm. l'arrête, c'est idées Mhm. toxiques, mais en même temps, c'est bien de voir que ça va être. euh, j'espère que ça va aider pour nos enfants, pour pas avoir Ben oui. ces mêmes choses, oui. Oui, puis c'est Euh, important pour les enfants, mais aussi pour vous, pour nous-mêmes, mm, parce que on a tellement été bombardés par ces idéologies, donc il faut, mhm, mais c'est un travail de longue haleine, puis mhm. c'est correct de pas être parfait et de, de des fois avoir certains discours mais je pense que d'être conscient, c'est la première étape, et après, on continue à faire le travail, mais c'est un travail d'une vie, effectivement. Mhm. Euh, je sais, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'avais une autre question, je voulais juste parler de ça. Oui. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voyerais qu'est-ce que les écoles ou les gouvernements peuvent faire pour améliorer la situation pour nos enfants selon la nutrition, sur l'alimentation? Je pense que un effort global est tellement nécessaire au niveau national, provincial, etc. Donc, je pense que oui, on met beaucoup de responsabilités sur les parents de nourrir les enfants, mais faut quand même prendre conscience que le Canada, c'est le seul pays dans le G7 qui n'a pas de programme alimentaire scolaire. Et moi, je trouve ça quand même scandaleux. Donc, je pense que ça vient, notre enfant est influencé par, oui, ce qui se passe à la maison, mais par ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans ces environnements alimentaires. Donc, des politiques publiques qui vont être assez fortes pour encadrer l'éducation, faire la promotion de la littératie alimentaire chez les enfants, la promotion de la saine alimentation, la promotion d'un bon rapport avec son image corporelle. C'est des choses qu'on doit commencer à penser à nos cursus scolaires de cette façon. Puis, c'est ça, pour essayer de justement inculquer ce genre de valeurs et cet esprit critique dès un jeune âge, pour que ça soit cohérent aussi. Parce que si on dit quelque chose à la maison, mais à l'école, non, t'as pas le droit d'amener des chips en collation, non, t'as pas le droit. Moi, je m'en rappelle, quand j'allais au service de garde, des fois, ils regardaient nos boîtes à lunch, puis ils nous disaient, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas santé. Puis,
quand j'y pense aujourd'hui, je suis comme, ça peut être traumatisant pour un enfant. Tu fais ton lunch et tu vas à l'école et on me dit que c'est pas adéquat. Donc, je pense que c'est pour vraiment une action qui va être politique et des, euh, des actions qui vont être concrètes et cohérentes pour vraiment changer un peu le cours de la culture alimentaire au Québec, en Ontario, et s'assurer que les enfants ont la chance d'évoluer avec une culture alimentaire et une littératie alimentaire qui vont être propres à eux, qui va être saine et qui va pas être harmful à leur développement personnel. Un jour, on va être là. Euh, Oui, oui. Mais au moins, on en parle de ça. Il y a les gens qui en parlent et on a des gens comme toi qui vont changer la culture d'entre le système médical et tout ça. Alors, je suis très content que tu fais le travail que tu fais. merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être ici et j'espère que j'ai pu amener un peu de nuance à la conversation. Merci encore une fois et peut-être qu'on va se revoir un autre jour parce que je pense que tu as beaucoup à contribuer et puis je pense que les parents, nos auditeurs vont être très intéressés d'écouter tout ce que tu as à dire. Alors merci encore une fois. Oui, merci. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!